Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que l'on m'entend? Non, pas encore. Est-ce que le son est là? Oui, vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. On va monter le son de sorte à ce que tout le monde puisse entendre cette conférence, cette première conférence du VAP Expo Paris 2014. Nous allons parler cet après-midi d'un sujet qui intéresse énormément les vapoteurs, qui est celui de la santé, avec deux personnes que je vais vous présenter dans un instant. Le thème de la conférence, donc VAP et santé, le point sur les connaissances. On se retrouve après un petit jingle. Voilà, bienvenue à tous cet après-midi pour cette conférence sur le thème de la santé. J'ai le plaisir de recevoir le professeur Riccardo Polosa de l'Université de Catagne en Italie. Professeur Polosa est un spécialiste de la lutte contre le tabac et il est également conseiller de la Ligue italienne contre le tabac. Monsieur Nicolas Bonnet, le directeur du RESPAD, est également à nos côtés cet après-midi. On le remercie de sa présence. Il est directeur du RESPAD, le réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions, pharmacien spécialisé en santé publique. Donc cet après-midi, on va organiser cette conférence en 3 temps. La première va être une période dédiée à des présentations PowerPoint où M. Polosa et M. Bonnet vont nous faire part de leur perception aujourd'hui de la réalité de la cigarette électronique en matière de santé, ce que l'on peut dire par rapport aux connaissances, par rapport aux questions que peuvent se poser les vapoteurs, les anciens fumeurs, ceux qui hésitent. Et on va essayer tous ensemble, dans un deuxième temps, avec vos questions, avec un débat aussi, je l'espère, depuis les réseaux sociaux, de faire le point, donc avec la salle et les réseaux sociaux, le troisième temps, pour répondre à vos questions, vos interrogations sur le sujet de la santé pris au sens large, de la réduction des risques et de la manière dont aujourd'hui les pouvoirs publics, notamment, et les professeurs de santé, appréhendent la cigarette électronique. Donc ce que je vous propose, c'est tout d'abord de donner la parole à Nicolas Bonnet, donc du RESPAD, qui a préparé une présentation, Nicolas, sur le thème eh bien de l'état des lieux de la cigarette électronique, ce qu'on peut en penser. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Monsieur Parola d'être ici aujourd'hui avec vous. Je vous propose en effet un diaporama sur la cigarette électronique et aujourd'hui un peu une revue de la littérature en ce qui concerne ses risques éventuels, l'incitation au tabagisme, sa place dans le domaine public en général et également dans la société. Alors pour débuter cette introduction, je vous propose juste de se rappeler quand même que la cigarette électronique c'est une histoire récente. 2006-2007, on est en Chine, on a la première cigarette électronique. C'est aussi une histoire en même temps, une histoire de santé communautaire, c'est-à-dire que c'est un produit qui a été créé par les consommateurs, pour les consommateurs, avec les consommateurs, qui a été modifié, amélioré, et c'est encore le cas aujourd'hui grâce aux consommateurs, grâce aux gens qui vapotent, et grâce à leurs résultats, et également à toutes leurs remarques et à leurs critiques. Donc 2006, la première cigarette électronique, et puis très récemment, 2007, 2012, 2013, 2014 encore plus, on voit qu'on a véritablement un développement fulgurant de la cigarette électronique. Alors entre 2007 et 2010, on reste sur des produits qui sont relativement peu performants, on va dire, avec une amélioration progressive du produit. Et par contre, depuis 2010, on va avoir des produits qui vont s'améliorer de façon notable, avec aussi l'apparition de très nombreuses boutiques. On a 100 boutiques au 1er janvier 2013 qui vendent des cigarettes électroniques. On en a plus de 1700 au 1er janvier 2014. Donc on a vraiment une diffusion massive du produit et des cigarettes électroniques au niveau national. On a également là récemment le début du rachat par certains cigarettiers de certaines compagnies qui fabriquent des e-liquides ou des cigarettes électroniques. Et puis un débat qui s'installe également dans la société sur la place de cette fameuse cigarette électronique. Vous le savez, la cigarette électronique, on reverra comment elle marche, mais c'est un appareil qui est composé de différentes parties. Il y a, on va dire, les plus importants, c'est les mèches, le liquide qui permettent l'aspiration de la vapeur, et puis toute une partie électronique avec une batterie et une diode qui sont là le moteur même de l'objet qui va permettre de favoriser la mise en suspension et le nébulisa qui sera ensuite aspiré par le consommateur. Ces produits, ils ont très largement également évolué, se sont améliorés au cours des années, et puis également en termes
d'esthétique. Ils ont également beaucoup évolué. Je vous ai mis quelques photos là, mais vous en connaissez plein de modèles. Il y en a également des dizaines qui sont exposés ici aujourd'hui. Vous savez à quel point là-dessus, les fabricants sont riches d'inventions. Ces cigarettes électroniques, elles contiennent bien évidemment des e-liquides qui sont composés de propylène glycol, de glycérine végétale, d'eau, d'arômes, d'alcool, de nicotine, différents produits. Le plus important, c'est le propylène glycol ou la glycérine végétale. Et puis ensuite, donc les autres produits qui sont en quantité beaucoup moindre que le propylène glycol. Il y a également bien évidemment de la nicotine. La nicotine, elle est principalement à des dosages compris entre 8 et 12 mg par millilitre. En tout cas, c'est les résultats issus des données relevées auprès des consommateurs, en sachant que le seuil maximal de vente en France, c'est 20 mg par millilitre. Il y a également beaucoup d'arômes pour ces produits, des arômes très divers, très variés, certains qui se rapprochent beaucoup du tabac et d'autres qui sont à des années-lumière de ce que pouvait être initialement la fumée de la cigarette. Plus de 77 000 produits sur le marché, plus de 77 000 produits aromatiques qui posent une certaine question. On le reverra notamment quand ils sont mis sous forme de vapeur. La bonne nouvelle en France pour cette année, c'est finalement le fait que l'AFNOR va proposer des différentes normes pour contrôler mieux les différents e-liquides, alors avec ce qui est réclamé aussi bien par la société civile que par les pouvoirs publics, c'est-à-dire des bouchons de sécurité, un embout compte-gouttes, avec une taille qui soit également normée, un contrôle anti-fuite, etc. Et puis également des produits qui vont répondre à des normes aussi en termes de santé qui sont plus normés, qui vont être référencés USP, c'est la pharmacopée américaine, donc des produits qui vont du coup correspondre à des caractéristiques pharmacologiques et pharmaceutiques très importantes, avec beaucoup de contrôle, et du coup des produits qui seront de sécurité supérieure. Ces normes, elles sont en train d'être finalisées aujourd'hui, et a priori, elles seront mises en fonction d'ici la fin de l'année. Quand on vapote, bien évidemment, il y a des émissions. Alors on se rappelle donc, que la cigarette électronique, c'est les différentes parties qu'on a vues tout à l'heure. Sous l'effet de l'aspiration, donc là, il y a une valve qui va déclencher le processus, une petite pile qui va allumer la diode, ici située à l'extrémité de la cigarette, quand diode il y a. Et puis on va du coup avoir des filaments qui vont chauffer, qui vont mettre en suspension le e-liquide. Et ce e-liquide, ensuite, en suspension, va être repris par les filaments qu'on voit ici, puis aspiré pour faire la fameuse vapeur que le vapoteur va pouvoir inspirer. Si je schématise, si je reprends donc, le schéma précédent et que je le remets sur finalement une autre forme, avec ici là, ce qu'il y a dans la cigarette électronique, ici pour le consommateur, et puis ici dans l'air, on voit qu'on a du liquide dans la cartouche, qui a un petit choc électrique finalement qui va provoquer la vapeur, que cette vapeur ensuite elle va se condenser en gaz, en fines particules, que le vapoteur va inhaler ce gaz et ces fines particules avec une demi-vie très courte dans l'atmosphère, 11 secondes quand on est avec du propylène glycol, et puis ensuite, dans la dernière phase, c'est une dissipation du gaz. En résumé, ce qui est inhalé pour la e-cigarette, c'est exactement la même composition chimique que le e-liquide, contrairement au tabac, où on a une composition chimique très différente entre le tabac, la fumée secondaire et la fumée qui est inspirée. La nicotine qui est délivrée, alors est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle est à des taux qui arrivent à combler le consommateur? D'abord, se rappeler que la dépendance à la nicotine, ou en tout cas les pics de nicotine qui sont délivrés par la cigarette, on va dire industrielle ou normale, ils se schématisent de la façon suivante, c'est-à-dire que chaque cigarette va vous provoquer des pics de nicotine dans le cerveau qui vont favoriser la dépendance, alors que la cigarette électronique, grâce à sa fonction, grâce également au fait de pouvoir vapoter beaucoup plus régulièrement et de façon beaucoup moins intensive également dans la journée, on va avoir finalement les récepteurs nicotiniques qui vont être saturés tout au long de la journée, sans avoir des pics cérébraux. Et donc du coup, on va avoir un niveau de satisfaction qui va être comblé sans pour autant avoir une dépendance pharmacologique aussi importante qu'avec la nicotine présente dans la cigarette. Et quand on regarde les taux de cotinine, donc un composé un métabolite de la nicotine, donc les taux de cotinine dans le sérum, on s'aperçoit que aussi bien chez les personnes qui fument des cigarettes que chez celles qui vapotent, on va avoir des taux de cotinine mesurés qui sont équivalents. Et donc on peut à juste titre penser que les personnes qui vapotent sont équilibrées en cotinine. On a une autotitration finalement de la quantité de nicotine qu'on absorbe, et donc on évite effectivement tout manque en nicotine.
Ces produits sont-ils toxiques? C'est la grande question aujourd'hui, qui n'est pas encore totalement tranchée, mais pour laquelle quand même on a de plus en plus de données scientifiques. Alors on va d'abord s'intéresser aux nitrosamines, qui sont une classe de produits qui sont les cancérogènes, j'ai mis naturels du tabac, en tout cas les cancérogènes qu'on retrouve de façon la plus importante dans le tabac. Donc vous voyez, si on compare la cigarette électronique, la nicotine sous forme de gomme, de patch, du snus, ou après différents types de marques de cigarettes, on s'aperçoit que la cigarette électronique contient 1500 fois moins de nitrosamine, par exemple, que les cigarettes Marlboro. Elle en contient un peu plus que les gommes ou les patchs, mais elle en contient également beaucoup moins que le snus suédois. Donc on a vraiment un produit qui, en termes déjà de nitrosamine, dégage très peu finalement de cancérogènes, voire à des seuils qui sont des seuils de toute façon non cancérogènes. Les autres produits cancérogènes potentiellement contenus dans la cigarette électronique, en tout cas dans la vapeur, comparativement à celle de la fumée de cigarette, pareil, on s'aperçoit qu'on a des taux qui sont sans commune mesure par rapport à la cigarette, parce que si on fait le ratio finalement entre une e-cigarette, c'est-à-dire le liquide contenu dans une e-cigarette, le ratio comparé à tout ce qui est contenu dans un paquet de cigarettes, de 20 cigarettes, on a des taux qui sont à la limite du seuil détectable, quels que soient les toxiques recherchés. En résumé, et pour être peut-être un peu plus pédagogique, finalement un peu plus clair, dans la cigarette, dans le tabac classique, on a des cancérogènes qui provoquent évidemment du cancer, de l'homonoxyde de carbone issu de la combustion du tabac, combustion imparfaite, qui va provoquer une augmentation importante du risque cardiovasculaire avec infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux, etc. Des particules fines solides qui vont provoquer ce qu'on appelle une bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est-à-dire un risque respiratoire, une incapacité à pouvoir respirer correctement. Des irritants qui vont provoquer une irritation de la cavité buccale, mais également de la gorge et de tout l'arbre respiratoire. Et puis de la nicotine qui va provoquer l'addiction. Dans la cigarette électronique, pas de cancérogène, ou en quantité à des seuils qui sont de toute façon non cancérogènes, pas de monoxyde de carbone, pas de particules fines solides, des irritants, oui, de la nicotine, oui, donc un maintien de l'addiction et également un maintien ou en tout cas une persistance éventuelle de l'irritation des voies respiratoires. Alors est-ce que la cigarette électronique du coup est sans danger et à qui se fier et comment trouver ou essayer de trouver du coup des données qui soient probantes, qui soient valides? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup d'études qui sont pour certaines trop anciennes, pour d'autres trop récentes, avec de nombreux biais qui sont payés, financés, certaines par des laboratoires pharmaceutiques, d'autres par l'industrie du tabac, des études qui se contredisent beaucoup, et ce qui fait que dans la presse grand public aujourd'hui, vous avez tout un tas de données contradictoires en permanence, certaines très alarmistes, d'autres au contraire très en faveur de la cigarette électronique. Je crois qu'on a encore besoin de prendre un peu de mesures, mais en tout cas, surtout de poser et de remettre la balle au centre et à chaque fois de bien étudier à la loupe toutes les données qui sont publiées avant de crier victoire ou de crier au feu. Les experts qui font ces études, également, ils ont quelques difficultés, c'est-à-dire que ces experts, ils se contredisent souvent, ils évoluent dans le temps, leur position évolue, alors c'est très bien, il faut pouvoir changer d'avis. Ce qui est certain en tout cas, c'est que ça favorise aussi une grande confusion et que notamment aussi les experts initialement tabacologues, qui n'étaient pas forcément les plus favorables à la diffusion de la cigarette électronique, sont souvent très écoutés avec des messages très alarmistes sur ce produit. Dernière planche sur ces dangers éventuels de la cigarette électronique. Il y a à mon avis quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue et qu'on a déjà vu, enfin qu'on a aperçu là dans les tableaux avec les différents toxiques présents dans les deux produits, c'est qu'avec la cigarette électronique, on est sur l'autoroute dans le bon sens, on roule un petit peu plus que 130 km/h, mais quand même ça va, donc on a encore un ajustement à faire, on n'est pas totalement carré, mais on commence à s'en rapprocher, alors qu'avec la cigarette, le risque il est énorme, on est à contresens sur l'autoroute et on roule très vite. Et cette image elle me paraît importante parce qu'on a deux positions qui sont très différentes, donc on peut évidemment améliorer les connaissances sur la cigarette électronique, on peut évidemment améliorer la sécurité du produit, mais on est déjà, et ça on le sait de façon certaine, à des taux de toxicité et à des seuils en termes de protection du consommateur qui sont sans commune mesure avec ce que pouvait être ou ce que peut être la cigarette normale. La question du vapotage passif, qui est également une question très importante, qui soulève aussi beaucoup de débats et qui est également l'enjeu de beaucoup de décisions publiques peut-être à venir. Alors, est-ce que le vapotage passif
existe pour la cigarette électronique. Il existe un tout petit peu pour les irritants et pour la nicotine. Pour les cancérogènes, a priori non. On va laisser un point d'interrogation. On reste toujours ouvert à des nouvelles données. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucun vapotage passif en ce qui concerne le monoxyde de carbone et les particules. Et puis quand on parle également de vapotage passif, il faut bien prendre en compte la durée d'émission. Vous savez, le vapotage passif, en tout cas plutôt initialement le tabagisme passif, était le tabagisme, c'est le tabagisme issu de la combustion, de l'autocombustion de la cigarette, hein, donc de la fumée secondaire, qui est bien plus toxique finalement que la fumée qui est inhalée. Et donc, du coup, ce qui est intéressant de regarder, c'est la persistance, finalement, les minutes d'émission dans l'environnement de la fumée. Pour le vapotage, 300 bouffées de 3 secondes, à peu près sur une cigarette électronique, on va avoir un temps de persistance en termes de minutes d'émission de 15 minutes pour une cigarette électronique, alors que 20 cigarettes, avec un temps moyen de consommation, de 7 minutes et demie, avec 15 bouffées à chaque fois, on va avoir un taux d'émission dans l'environnement de 150 minutes. Donc on est déjà là sur deux seuils totalement différents. Ensuite, il y a la demi-vie des particules. La demi-vie des particules, c'est la durée pour laquelle la moitié des particules présentes dans l'environnement vont disparaître. On voit que le vapotage avec une cigarette électronique qui contient du propylène glycol, c'est 0,15. Pour avec de la glycérine végétale, c'est 0,6, alors que pour la cigarette, c'est 20 minutes. Donc on est vraiment sur des temps très très courts en termes de demi-vie pour la cigarette électronique, ce qui fait qu'au bout de quelques secondes, il n'y a déjà plus aucune trace finalement du gaz dans l'atmosphère. Les effets sur la santé, je vais aller assez vite parce que finalement, on a déjà beaucoup parlé de ça et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de toxiques, donc il n'y aura pas beaucoup de complications. Par contre, on peut rappeler qu'il y a des avantages. Il y a notamment une diminution du risque d'avoir une obstruction bronchique. Hein. Là, le VEMS, c'est le volume expiratoire mesuré, c'est la capacité respiratoire. On voit qu'avec la cigarette électronique, on a une nette amélioration de la capacité respiratoire par rapport à la cigarette. Et puis, comme il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de monoxyde de carbone, et puis il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de produits cancérogènes, ou quasiment pas. Donc, on est vraiment avec un produit qui minimise de nombreux risques. La cigarette électronique, de fait, est un véritable outil de réduction des risques liés à la consommation de produits nicotiniques. Les effets du vapotage sur la santé à long terme, toujours en question. On ne va pas trancher ici aujourd'hui. On a encore de nombreuses études à faire, sans doute, ou un suivi des populations. Mais on peut dire encore une fois, de façon certaine, qu'on n'aura absolument pas la même catastrophe sanitaire que celle qu'on a avec le tabac aujourd'hui. La dépendance. Est-ce que la cigarette électronique, finalement, vous aide à arrêter la dépendance à la nicotine ? Je te rappelle juste que quand on est fumeur, on est dépendant avec un besoin physique de nicotine, avec un besoin comportemental de la cigarette, et puis qu'avec des besoins affectifs, qui sont de l'attachement, qui sont également une compensation dans certains états psychiques, de retrouver un plaisir et donc du coup une satisfaction. Avec la cigarette, on l'a rappelé, on a des taux de nicotine qui augmentent très rapidement, de façon très brutale dans le cerveau, qui favorisent la dépendance. Avec la cigarette électronique, on l'a déjà rappelé, on a plutôt des tout petites vagues avec un niveau de satisfaction qui est stable et donc du coup une dépendance qui va être stable mais mesurée sans avoir en tout cas des pics cérébraux. Alors est-ce que du coup le vapoteur va continuer à être dépendant ou pas ? Oui, il peut tout à fait continuer à être dépendant. Celui qui vapote, il peut continuer juste à vapoter et puis à continuer à être dépendant à la nicotine. Il peut stopper la nicotine, stopper son vapotage ou prendre des e-liquides sans nicotine, ou il peut faire un mix de vapotage et de cigarette. Donc est-ce que la cigarette électronique aide à sortir de la dépendance ? Ce qui est certain, c'est que le tabac, la nicotine dans le tabac favorise un maintien de la dépendance et qu'il n'y a pas de sortie de la dépendance avec le maintien du tabac, alors qu'avec la cigarette électronique, on peut avoir une décroissance de l'addiction ou une persistance en fonction, on l'a vu, de son utilisation ou de l'utilisation qu'on en fait. Si je reprends là les résultats d'un sondage qui avait été fait sur le forum e-cigarette, avez-vous arrêté le tabac depuis que vous êtes passé à la cigarette électronique ? Sur un peu plus de 10 000 personnes qui avaient répondu, plutôt même près de 11 000 personnes, il y avait 74% des personnes qui avaient totalement arrêté le tabac quand elles étaient passées à la cigarette électronique. Donc on voit malgré tout qu'il y a un vrai changement de comportement. Est-ce que pour autant les personnes ont totalement arrêté leur dépendance à la nicotine ? On l'a vu, ce n'est pas encore le cas. Quelles recommandations alors on peut faire aux fumeurs et puis également aux non-fumeurs ? Pour le fumeur, on peut, oui, lui conseiller la cigarette électronique. Pourquoi ? Parce que la réduction du tabagisme, c'est toujours bon à prendre. Il y a une réduction du risque
très importante en termes de toxicité. Il y a potentiellement l'arrêt du tabac partiel ou total, transitoire ou définitif, et puis également aussi une prévention de la reprise de la consommation de tabac quand on est abstinent. Dans le non-fumeur, pour le non-fumeur, a priori, aujourd'hui, on est plutôt défavorable à inciter à la consommation de cigarettes électroniques. Pourquoi? Parce que la nicotine, c'est potentiellement en devenir dépendant. Et puis pour un fumeur abstinent, c'est également potentiellement une incitation ou en tout cas une envie de recommencer un tabagisme actif. Est-ce que la cigarette électronique va faire persister du coup la dépendance? Bah oui, on l'a vu, sans doute. La dépendance physique à la nicotine, elle perdure, même si elle peut régresser un petit peu. On vient de le voir. La dépendance comportementale, elle va perdurer, voire elle va augmenter. Et ça, c'est aussi tout le côté esthétique en même temps de l'objet, la façon de le manipuler, la façon d'aspirer dessus, etc. Ça, c'est la dépendance comportementale. Donc souvent, elle augmente avec les cigarettes électroniques. Par contre, la dépendance psychologique, qui permet au fumeur de gérer ses troubles de l'humeur, elle va également diminuer au cours du temps. Quel avenir pour la cigarette électronique? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un marché qui rapporte des millions de dollars aujourd'hui. C'est un marché qui est en pleine explosion. Ce salon en est la preuve. Ça, c'est des chiffres américains, mais on pourrait reprendre les mêmes chiffres en France. On voit l'augmentation, tout à l'heure on l'a dit, du nombre de boutiques qui vendent des cigarettes électroniques en France, qui a explosé ces dernières années. Et puis après, il y a d'autres données qui sont des données de corrélation, qui ne sont pas des données de conséquence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un lien de cause à l'effet entre la cigarette électronique et les données que je vais vous présenter, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que depuis l'apparition sur le marché de la cigarette électronique, on a une diminution quand même du nombre de cigarettes vendues en France. On a une diminution également du nombre de fumeurs quotidiens ou occasionnels chez les jeunes à Paris. Et ça, c'est vraiment des données qui sont concomitantes. Encore une fois, je ne peux pas vous dire si c'est l'apparition de la cigarette électronique qui a fait diminuer le nombre de fumeurs occasionnels ou quotidiens à Paris, mais en tout cas, on s'aperçoit qu'en même temps que la cigarette électronique apparaissait, on a eu une diminution du tabagisme. Et puis on a également du coup aussi une diminution des ventes de produits d'arrêt au tabac pour 2014, moins 32%, donc une forte baisse des ventes de substituts nicotiniques en France. Pareil, corrélation, pas conséquence. On attend de voir. En tout cas, c'est des données, c'est des chiffres, c'est des illustrations qui sont importantes à prendre en considération. Qui dit du coup diminution des ventes de tabac et diminution des ventes de substituts nicotiniques, derrière, ça veut dire aussi qu'il y a des industries qui sont à la recherche de récupérer un marché qu'elles perdent, ou en tout cas d'essayer de retrouver leurs clients ou leurs consommateurs, notamment bien évidemment l'industrie du tabac, qui est, elle, experte pour semer la confusion depuis très longtemps. Il y a quelques années, on avait ce type de publicité, c'était il n'y a pas très longtemps. On a eu d'autres un peu plus récemment, avec d'autres produits encore qui étaient mis en avant auprès des adolescents ou auprès des femmes. C'est certain qu'il faut être très vigilant aujourd'hui à toute l'information ou à toutes ces données qui sont publiées par l'industrie du tabac, mais également par l'industrie pharmaceutique, et toujours les prendre avec beaucoup de pincettes avant de pouvoir les interpréter. Alors, où placer la ligne rouge entre du coup le plan sanitaire, l'industrie du tabac, l'industrie pharmaceutique, et quels produits favoriser? Il y a 50 ans, c'était assez simple, le marché de la nicotine. Il y avait le tabac à brûler, et puis le tabac à chiquer, et le tabac à priser. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il y a la cigarette avec la combustion réduite, le snus à nitrosamine réduite, les substituts nicotiniques sur prescription ou uniquement en termes de réduction des risques. Ça, c'était même plutôt le schéma il y a 10 ans. Et puis plutôt aujourd'hui, on a donc en plus la cigarette électronique et puis les nouveaux produits issus de l'industrie du tabac, notamment l'inhaler VOC de British American Tobacco qui fait son entrée sur le marché, mais il y a d'autres produits aujourd'hui. Donc on voit que c'est un marché en grosse évolution, et il y a un enjeu très important, c'est le monopole de la nicotine. Et ce monopole de la nicotine, les acteurs cigarettiers en sont très attentifs à essayer de maintenir le plus possible ce monopole dans leur giron, et d'où également toutes ces actions de lobbying permanentes auprès des politiques. La cigarette électronique versus le tabac chauffé, c'est aussi une question importante que je vous illustre très rapidement, parce que le tabac chauffé, donc on en voit de plus en plus. Pareil, la cigarette électronique, elle est bien moins toxique que le tabac chauffé, quels que soient les différents toxiques qu'on étudie. On aura toujours beaucoup moins de toxiques dans la cigarette électronique que dans les nouveaux produits issus de l'industrie du tabac.
Enfin, les populations à risque et pour lesquelles, évidemment, aujourd'hui, on ne peut que déconseiller l'utilisation, en tout cas l'entrée dans la consommation, même si à certains moments, malgré tout, il faut pouvoir accompagner les personnes consommatrices. Ce sont les femmes enceintes, ce sont les populations les plus jeunes, ce sont les ex-fumeurs et ce sont les non-fumeurs. On l'a vu tout à l'heure, que ce soit pour l'entrée dans la dépendance, et que cette dépendance soit une dépendance liée à la nicotine, pharmacologique, ou uniquement une dépendance comportementale. L'évolution des consommations aujourd'hui, ça je vous le passe. On l'a vu tout à l'heure, il y a une diminution de la consommation de tabac chez les jeunes. Parallèlement à ça, il y a une augmentation de l'expérimentation de la cigarette électronique chez les plus jeunes à Paris. Ça fait vraiment des données très parisiennes, c'est un Paris-Île-de-France. Est-ce que pour autant c'est une augmentation du groupe de fumeurs au total? Là, si on prend les données américaines, on voit que finalement on a une augmentation entre 2011 et 2012 des personnes qui ont qui ont initié la cigarette électronique, en tout cas qui ont expérimenté la cigarette électronique, mais que globalement, finalement, sur le pool de fumeurs, on a une baisse totale des personnes qui ont consommé des produits nicotiniques. Voilà, donc on ne sait pas s'il y a une entrée dans le tabagisme. Est-ce que du coup ces jeunes qui commencent la cigarette électronique vont ensuite passer au tabac fumé? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais ce qu'on a, c'est que globalement, et que ce soit aux USA, en France, au Royaume-Uni, on a une diminution de la consommation de tabac ou de produits nicotiniques globale chez les jeunes, avec parallèlement une augmentation de l'expérimentation de la cigarette électronique. Qui décide quoi? Ce sera les dernières planches. Aujourd'hui, dans le vapotage, il y a des acteurs très importants. L'industrie du médicament, indirectement, qui tente à évidemment reprendre aussi toute une part de marché en termes de prise en charge des consommateurs, des malades tabacodépendants, des patients qui étaient avant uniquement vus par système médical et qui aujourd'hui arrivent finalement à arrêter en s'affranchissant d'une prise en charge médicale. Liée à l'industrie du tabac, évidemment, les autorités de santé et politiques qui font preuve de beaucoup d'hésitation, notamment sur le vapotage dans les lieux publics, sur la diffusion des différents produits, que ce soit les e-liquides ou les vapoteurs personnels. L'industrie des cigarettes électroniques, qui est très présente ici, qui est également en grand changement. Il y a énormément d'acteurs. Sans doute qu'il va y avoir une diminution des acteurs au fur et à mesure, avec une concentration et puis des acteurs de plus en plus importants en termes de poids. Les buralistes aussi, qui ont totalement lopé le coche, vous le savez, de la cigarette électronique et qui aujourd'hui cherchent à essayer de récupérer ce marché, pareil, dans un esprit de garder tout un monopole autour de la diffusion des produits nicotiniques. Et puis j'ai mis les parents, mais ça peut être aussi la société en général, qui est finalement totalement déboussolée, avec des données contradictoires d'un jour à l'autre dans la presse et dans les médias. Et au-delà de la mainmise finalement de l'industrie du tabac ou celle du médicament, il y a aussi d'autres questions qui subsistent. C'est des questions juridiques, le code de la santé publique, la taxation ou pas, les douanes, la réglementation, les questions commerciales, les lieux de vente, etc. Beaucoup de choses encore, beaucoup de questions qui restent en suspens, qu'il faudra pouvoir débattre publiquement et sereinement avec des données issues de la littérature fondées sur les preuves dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est tout le travail que vous avez à faire, tout le travail qu'on a à faire aujourd'hui. Et tout le travail, j'espère, qui sera initié par les différents acteurs du champ. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie. Restons ouverts, restons vigilants. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la cigarette électronique reste un outil de réduction des risques à favoriser et à diffuser, notamment auprès des fumeurs actifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bonnet. Avant de passer la parole au professeur Polosa, j'ai deux questions à vous poser, ou plus précisément une remarque et une question. La première remarque, c'est que vous avez co-signé un papier récemment dans le Huffington Post qui a beaucoup fait parler de lui dans la communauté des vapoteurs notamment. Et je voulais savoir si vous pouviez nous le résumer en 2-3 points très rapidement. Et l'autre question, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui, au-delà des débats qui existent quant à la réalité des effets de la cigarette électronique sur la santé, pourquoi il n'y a pas encore un consensus sur cette métaphore de l'autoroute dont on parlait tout à l'heure, cette métaphore qui veut que lorsque vous fumez, vous êtes à contresens, lorsque vous vapotez, vous êtes à 140 au lieu de 130, mais dans le bon sens. Pourquoi on voit encore des attaques très violentes par rapport à la cigarette électronique sur ce point précis de dire qu'il y a un différentiel de risque très élevé entre les deux produits? Merci beaucoup. Alors tout d'abord concernant l'article qui a été publié, enfin la tribune qui a été publiée donc sur le Huffington Post et co-signée avec Jean-Pierre Coutron qui est président de la Fédération Addiction et Philippe Michaud qui est président
l'IPSA, qui est une autre association. Cette tribune, elle est consécutive à la diffusion de l'avis de l'OMS sur la cigarette électronique, qui est donc sorti il y a quelques semaines, et à la lecture de ces recommandations. On va y revenir tout à l'heure, hein, sur l'OMS. Oui. Et donc à l'issue de ces recommandations, on s'est rapidement dit qu'il fallait absolument réagir très vite pour pouvoir essayer, comme je l'ai dit au début du diaporama, remettre la balle au centre, donc retrouver la part des données valides, des données justes dans ce qui a été cité, et en même temps dédramatiser un débat avant qu'il ne s'enflamme trop rapidement. Essayer également de mettre le doigt sur les différents lobbying et groupes de pression qui peuvent agir également au sein de l'OMS et qui sont souvent défavorables à la diffusion de la cigarette électronique. Donc du coup, on a essayé de publier un papier objectif sur la cigarette électronique, sur sa diffusion, sur son intérêt en termes d'outils de réduction des risques, encore une fois, puisque c'est ce qui nous anime, nous, en tant qu'acteurs du soin, qu'acteurs de la prévention, c'est-à-dire d'avoir un outil qui, à un moment donné, permette aux fumeurs de gérer différemment sa consommation et d'avoir beaucoup moins de risques sur la santé. Sur votre deuxième question, sur la métaphore de l'autoroute, c'est une très bonne question. J'ai avoir une difficulté à trouver une réponse unique, parce que je veux dire, c'est un véritable paradoxe, cette métaphore, parce qu'effectivement, on a un produit dont on ne connaît pas tout, mais dont on connaît déjà, en tout cas, beaucoup de choses en termes de sécurité ou en termes, encore une fois, de diminution du risque par rapport à la cigarette normale. Pourquoi aujourd'hui il fait l'objet de tant d'attaques et de tant de freins de la part de différentes communautés, que ce soit de certains soignants, que ce soit de politiques, que ce soit d'administration, de l'agence du médicament, etc. etc. C'est une vraie question. Il y a derrière des enjeux politiques, des enjeux sociétaux, des enjeux financiers qui sont très importants, qu'on n'arrivera sans doute pas à lever comme ça avec juste dans ce simple débat, et qui sans doute aussi nous dépasse. Ce qui est certain, c'est que nous, en tant qu'acteurs, encore une fois, la prévention, on doit garder le cap, on doit toujours rester du côté rouler dans le sens normal, rouler pourquoi pas à 140, encore une fois, mais en tout cas essayer de maintenir un minimum le risque pour les consommateurs. On vous transmet le volant, Monsieur Polosa. Oui. Bon après-midi, Paris. I'm very glad to be here. And I'm very grateful to Remy Parola and Fivape for this kind invitation that allows me to speak to you, and I hope in very simple terms, about the many complexities of this very exciting area of, let's say, medicine. May I say that? For me? No. Okay, let's say this area of entertainment that may have some medical implications, right? And I really want to make quickly a few disclosures. First of all, I'm a medic. I run one of the most busiest smoking cessation centers in Italy. So sometimes people tend to forget that I'm not a politician, not just a scientist, but a medic, and I know what I'm talking about. Second of all, I would like to thank you, Fibape, also for the kind donation to a no-profit organization, because my honoraria goes entirely to the Italian League Anti-Smoking, who has been battling very hard against a politician trying to hamper the progress of electronic cigarette in Italy and in the world. And with that said, I hope the clever technician here will start making a move, because otherwise you'll get very bored. There is a bonus. I'm Italian, so my Italian English is very understandable. And also, I'm talking to the people in the box over there. You should pay me money because I'm too easy to translate.
Okay, I think you don't mind if I sit down, do you? Can I sit down? Right. I think the reason why you're here trying to listening to me is because you care about yourself. Because you want to know whether this change in lifestyle is an healthy choice or is not an healthy choice or is something in between. Right? So that's the reason why the title of this talk is How Healthy is to Vape Today? Yesterday was less healthier, today is much healthier, tomorrow, question mark. For those who really want to wander about and enjoy the fair, I'll start from the end by saying two very simple and quick messages. This is the WHO report statement that Dr. Bonnet rightly criticized through the article in the Washington Post. And it says essentially that electronic cigarettes, I'm reading it, you can read it, I can read it, deliver lower levels of toxin than conventional cigarettes. You know, public experts and public authorities, they say, however, but, they're never happy. There is always a but, there is always a however. But they still deliver some toxins. The accurate statement is, and that's for you guys, that you vape, electronic cigarette so far deliver lower levels of toxin than conventional cigarettes. And by an account, these lower levels of toxins are, in my opinion, of irrelevant health impact. So you should go back home happily today, thinking of what I've just said. Another important statement in that document by the WHO is the electronic cigarette pollute the air less than conventional cigarettes. We all know that. We all been knowing these things for years. But they still pollute the air. The correct statement is the exposure of bystanders to chemicals in e-cigarette vapor is not at levels that would be expected to cause any health problems besides some irritation if you really want to account for that. So these infograms was prepared by myself and the head of CASA, Ellen Keller, in 2011. And let me tell you, today, September 2014, I'm even more convinced that I was showing in 2011 was true. It's a simple fact. I'm not going to repeat what Dr. Bonnet just said, because no tobacco, no combustion. Just vaporization of nicotine-containing solvents plus some ingredients, actually some ingredients. Now, you see there are over 80,000 different ingredients. Nicotine fats. So we are taking nicotine. But nicotine, is that really dangerous? Besides the scaremongering and alarmistic big titles in newspapers, especially in Spain, but also in Italy, and I'm not sure about France. I lost track of news media in France. Also, okay, nicotine is not a poison. Nicotine is a neurostimulant, and many people just use it because they can function intellectually, cognitively, without nicotine. I've been knowing many painters, many writers, many journalists, and they just said, I cannot go on without my fix, okay? So depriving them of the fix will cause some discomfort. And having electronic cigarette on the market, on the stage, will relieve that discomfort. But let's forget about this. Let's focus on the health issue.
nicotine is not a carcinogenic substance. It's not causing lung disease. It's not, has some effect on cardiovascular system, but it's not surely causing heart attacks or these kind of things. And just to draw a line, even an electronic cigarette basically is not nicotine that it may cause the problem. If there's something that really needs to be investigated, it's not nicotine, something else. So that explains why when we met in London a year ago, and when deciding the level of risk of nicotine-containing products based, on several items, morbidity, mortality, contraband, black market, impact on your pockets, and a number of items have been piled up to classify the risk. Well, the risk of e-cigarette equates to 4 when the risk to tobacco cigarettes equates to 100. The problem is how low risk is low risk for electronic cigarettes. That's the debate that goes around with most of public health experts. And I try here today to summarize with very few slides what I believe it is that the low risk level for electronic cigarette is so low that it should be taken into account. Of course, Dr. Bonnet has just mentioned carbon monoxide. Carbon monoxide is generated by combustion. So basically, and you see from this slide, the circle dot is people who quit smoking. So their levels of carbon monoxide starting from 20 parts per million goes right down to below 7 parts per million, which is basically normal. If you go outside and you start breathing in the polluted area of Paris, you will have 5 ppm, 6 ppm, 7 ppm of CO, okay? So this is a good story. Vaping does not raise carbon monoxide. Why? News is saying nothing about this? Huh? It's a very important toxic. It causes a lot of problem. You can ask me about this later on if we have time for discussion. Okay, we just want to focus on what comes in your body when you vape. It's nicotine, solvents, PGs and VGs, flavorings, and other contaminants. Please, just give me 30 seconds of your attention to try and understand what I'm trying to show here. There's no way by epidemiology we are going to answer all this question about these implausible risks. They are too little. And it's going to take, it took 30 years for cigarettes, it's going to take 60 years for vaping, okay? But there are models. One of the models that we can envisage to use is cytotoxicity models. So they take your human cells, they put it in a little plastic transparent dish, they give food to these cells, it's called culture media, okay? And they start growing until they cover all the bottom of this transparent dish. And they look like this, nice, healthy. What happens if I smoke a cigarette and I give some of the vapor of the tobacco smoke to these healthy cells? They die. They detach from the bottom of the dish and they die. What happens if I vape with nicotine? They look pretty much healthy to me. Don't you think it's more or less the same? I cannot see any major evidence, although if I can measure some difference, yeah, some implausible difference will be there.
But anyway, this is just some data that says exactly what I just said, that nicotine is not associated with any cytotoxicity. It's a dose-response study, okay? And then, this slide, I think, has been shown already. When you think of nicotine, you think of total dose in terms of toxicity. When we think of addiction, when we talk about addiction, we need to talk about speed of dosing, which is a completely different matter. Total dose. Believe it or not, the total dose that you can reach with most advanced models today is equal to 1 cigarette, but it takes 35 minutes to reach the same dose in your body. Are you vaping 35 minutes continuously? I don't think so. And nicotine has a metabolism because our body are not stupid. They defend themselves against toxic substances. So they metabolize them. And metabolism of nicotine is fairly rapid. Let's take a walk into the solvents and excipients. Propylene glycol and glycerol. Okay, you can read this in basic facts. We know that these are fairly safe. Fairly safe. They can cause some irritation in susceptible individuals. Not in all individuals will experience irritation from these components, from these excipients. And as a matter of fact, you can switch from PG to VG just to see whether the excipients is less irritant for yourself so that you can enjoy vaping. And again, in the same model of happy cells living on the bottom flask, you will see that there's no cytotoxicity measured. However, again, scaremongering media, especially in Spain, has projected terrible scenario for these ingredients. Lipoid pneumonia. Wow, that sounds very nasty, doesn't it? Lipoid pneumonia, it's something that occurs when our lung is exposed to huge amounts of lipids. And these cells are our guardian angels deep inside our lungs. They are called macrophages. What they do, they eat all dirt that comes from the environment that we breathe every day. So in this case, they are eating lipids. They are coming from somewhere. But it's not coming from your vape cigarette. It's not coming from vaping, although there are case reports. But these case reports have been clearly misunderstanding the whole, let's call it, biology of the electronic cigarette, because the glycerol is not a lipid. It comes from glycerin, that's correct, but glycerol is an alcohol, so it's very soluble, and it doesn't get stuck in macrophages. So it's a lie, or people didn't just understood what they were doing. Actually, that lady was fumigating the house against cockroaches, so fumigation contains lipids, and that's the real reason. This is a very nice but complex slide. What it says is this constellation here is a collection of all side effects that have been collecting through vapors through the web, okay? There are a lot of things. I'm not going to read them out to you. Of course, this is sign that for some people, there are hypersensitivity reaction occurring. Let's talk about eye drops. You can use eye drops. Anybody can use eye drops, but there are people who are sensitized to some components in the eye drops, and about 2-3% of these people will not be able to tolerate it. And that's exactly the percentage that we see in the survey. It's not here. There are a number of side effects, for example, in asthmatics who vape these ingredients.
And to me, as a respiratory physician, this is incredible. Why is it incredible? Because an asthmatic patient can develop asthma by breathing cold air from the Alps. Nothing is more clear than the cold air from the Alps, but it's cold, so it's irritant. The same asthmatics will not develop asthma with vape because it's warm and doesn't trigger asthma attacks. Okay, so, but there are 2-3% of people with respiratory condition that can develop problems, but just as somebody can develop conjunctivitis from the wrong eye drop. So flavorings, this is a hot theme that would require a long time. I'll try to summarize again using the happy cells on the bottom of the dish, so I don't have to re-explain this to you. And all I'm going to say is there are some ingredients that can cause some cytotoxicity, okay? In this case, coffee. But mind you, coffee will be banned by the TPD anyway because it's psychostimulant, so I'm not going to talk about this. There's been also quite a lot of talk about cinnamon cytotoxicity. I do believe these are very early studies with very early products. I think most of what we see here is that some products are containing contaminants, and it is the contaminants that is causing cytotoxicity. In fact, you know, the level to which this cytotoxicity was occurring was 400 times lower than the levels that they are allowed by the Environmental Protection Agency. So there must be a mistake somewhere. The research in this area needs realistic approaches. And I'm not going to delve into this because I really want to keep it nice and short. Another area of great interest is the acetyl and acetylpropionyl. You know, these are the components that give the buttery aroma to many e-liquids, okay? Why we started having problem with diacetyl and acetylpropionyl? Because we know from occupational medicine the term of popcorn lungs. To make popcorn, you need a lot of diacetyl, a lot. And we know that from the early studies in the 70s, when the workers in these factories went unprotected, they developed this popcorn lung disease. Okay. There is a lot of diacetyl in the e-liquid for obvious reason. About 74% of the products tested by my dear friend Konstantinos Farsalinos have shown to contain diacetyl. And it seems to be a bit above some safety levels that are being recommended. Okay, so the obvious recommendation would be let's limit diacetyl. But I really want to stimulate your thinking by saying, let's look at the tobacco cigarette. Tobacco cigarette is in the range of 300 to 400 micrograms of this stuff. So if I project diacetyl in your good old own brand of tobacco cigarette, it goes off scale. And in fact, I've never seen popcorn lung disease in a cigarette smoker. I see many cigarette smokers. So you really need, it's not a problem. It's avoidable because there are artificial flowers that can do exactly the same job, and their toxicology is very well known and it's perfect. But to me, it's a risk. It's an avoidable known risk. Contaminants. There's a lot of talk about heavy metals. Most of the heavy metals are coming from the wick and from the coil. It's nickel chromium most of the times. That's the main. But usually the main level of nickel chromium coming from these elements in your electronic cigarettes are not of levels that can
endanger you because they are all within those limits presented by the US Pharmacopoeia. The US Pharmacopoeia sets a limit that is in that red box. I'm not going to read it, but it says for inhalational drugs, so there are metals in the drugs, in the vapors in the drugs, you know, nebulizers, stuff for asthmatics and COPD patients, okay, are very well within those limits, although they are comparable to tobacco cigarettes. So don't worry about that. I'm not going to spend a word on nitrosamines. To me, this is a known problem. There are no nitrosamines unless there's some contamination in some tobacco extracts in some liquids. This should be, of course, we are working towards standards of quality and safety with a lot of companies, association, FIVAPE, ESITA, IDUS, AFNOR, BSI. We're trying to make some good work so that the regulators in Europe cannot say anything about our quality levels. And the consumer is protected. So another big area of debate is thermal degradation, and particularly aldehydes. Aldehydes are formaldehyde, acetaldehyde. Let's focus on the first two. And if you compare with the conventional cigarette, one conventional cigarette equates to 15 puffs of your electronic cigarette, you know, the difference is formaldehyde is 10 times less in electronic cigarettes, and acetaldehyde is 450 times less than your own old tobacco cigarette. But this is not all. This is when I use this guy, Dr. Count's criteria. If I use beta studies from California institutes, the ranges are completely different. And you know what happens? The same slides becomes not 10 times less than tobacco cigarette, it's 57 times less than tobacco cigarette for formaldehyde. And from acetaldehyde is 2,200 times less, to 22,000% less, okay? What the regulators want more? You tell me, for God's sake. Of course, and that's for you guys that you play a lot with your little toys. There's a component that needs to be controlled, and that's its temperature. And as you can see here, temperature has having a big factor in production of the aldehydes. Aldehydes can be a little bit carcinogenic and are irritant as well. But let me tell you something. Developing a lung cancer takes more than one single cancerogenic substances. It needs a cocktail. And if you think that tobacco smoke contains more than 10,000 different chemicals and more than 40 recognized carcinogens, you know why you may develop lung cancer. Not all smokers develop lung cancer. So we have an inbuilt defense system that protects us. But more carcinogenic substances, the more the risk. If you have one, implausible. Okay, so you see temperature is having an effect. But again, this is nothing compared to tobacco cigarettes, once again. This does not mean let's have big vape, let's put more wattage in our wicks and coils. You need to be also responsible. We need to inform you how to use properly your device. So it's your lifestyle decision whether you want to be healthy or even healthier, okay? So it's all about lifestyle choices. You can decide to quit smoking or to quit vaping and to go to live in the Alps and to run in the green fields like this young lady.
And that's your healthy choice. Can you afford that, guys? Do you want to live in the Alps, in the middle of the Alps forever? No, you're stuck in Paris, okay? And believe it or not, what you breathe in Paris is going to be something in between your vaping and your good old own cigarette. Last slide. I'm just giving you just a little sample of what we are doing right now to make sure your health stay healthy. First thing that we need to do as a responsible industry, not me, I don't do any industry, but I'm assisting the industry of developing standards, is to work on good manufacturing practices, quality management system. That means that this liquid you're buying, you really need to know they are coming out of a controlled process in an industry, like the ice cream you buy, the sweets you buy, they undergo a process of quality. Liquids needs to undergo a process of quality. It doesn't need to be super quality. It needs to be just enough to make sure that your health is protected. So, pharma grade for nicotine and for any solvents. Why pharma grade? Because so I don't have those contaminants. Okay? To me, the problem of contaminants is more a problem of discussion with regulators. They say, but there are a little bit of nitrosamines here. So let's try to avoid all this discussion by working on pharma grades. I'm not saying natural flowers are bad, but from a toxicological assessment point of view, are dodgy and complex and expensive. Because many artificial flowering can just provide you with the same appeal, why don't use them? They have full toxicological risk assessment done, so why not use it? That would be the best way out. Food colorings, there's a lot of debate about food colorings. In my opinion, they do not add very much to the experience, so I wouldn't use it. But many producers would object to that. Another area which relates specifically to what I've just said about formaldehyde and acetaldehydes, it's temperature control. But new technology is coming. The new technology will allow the electronic cigarette of the future, but the future is tomorrow, really tomorrow. Basically, we do already have temperature control that really works. So they will not speed your car about 130 miles per hour. You'll have a BMW with speed control at 80, sorry. But if you want to be safe, that's what you should do. And of course, there's also the big chapter about safer materials like wicks and coils and plastics. You know, they can all have an influence on your health. But I think together with temperature control, we are going to minimize this aspect. And all of this just because consumer safety must be a priority. It's not just about health. It's consumer safety. It's a basic principle. And this industry is very, very young. So it needs some standard of quality and safety. And by the way, this hand is mine. Thank you. Merci beaucoup, professeur Polosa, pour cette présentation. Et oui, il faut les écouteurs. Et cela me permet aussi de vous indiquer que nous aurons demain une conférence sur le thème de la standardisation ou normalisation des produits de la vape et des actions que nous menons en France à la FIVAP et avec nos partenaires aussi européens, notamment les CITA. Et on pourra voir justement précisément les différents enjeux sur lesquels nous devons
travailler pour définir des standards, des normes qui permettent de garantir la sécurité et la qualité des produits de la vape. Il y a un micro dans le public et on va le faire tourner si vous avez des questions à poser à M. Polosa et à M. Bonnet par rapport à des points précis, mais peut-être aussi plus généraux, les questions que vous pouvez vous poser vous personnellement en tant qu'ex-fumeur vapoteur ou vapofumeur. Il y a aussi différents profils de vapoteurs. Qui veut poser une question? Madame, devant. Merci. C'est une question personnelle. Voilà, je suis une ancienne, très récente ancienne fumeuse, mais ça fait 2 ans que je vape pas mal. Je fais partie, je pense, des 2 ou 3% de vapoteurs qui ressentent des irritations pulmonaires, voire des gènes pulmonaires. Et j'aurais aimé savoir si c'est plutôt le propylène glycol ou plutôt la glycérine végétale si on a des indices de savoir ce qui est le plus irritant des 2 produits. I'll speak slowly, okay? There can be, as you've noticed, many different substances that can have irritant effect. Nicotine itself is an irritant. The throat heat is given partly by nicotine. PG, as you know, is an irritant. So you can switch PG into a complete VG product. Have you tried that? That's a possibility. What kind of electronic cigarette do you use? Is a variable voltage? Is nearly a big battery? So make sure that you're not going over the top. Feel your senses. I mean, Phil Basurdo just said it. You know, you can actually do a lot to improve the irritant effects just by feeling yourself. If you start feeling that there's a burning sensation, and if the aroma is not just right, that means that you are overburning your e-liquid, and this will likely to cause generation of many different substances that may generate irritation. Probably the most irritant substances that irritates you, we don't know. The unknowns of the e-vapor chapter. You have to find that for yourself. Otherwise, just quit even vaping and try to go to the Alps. C'est la personnalisation de la vape qu'il vous faut, madame. On a une question qui avait été posée sur Internet, et peut-être je vous la pose, Nicolas Bonnet. C'était celle de savoir ce qu'il en était de la porte d'entrée dans le tabagisme. Beaucoup de parents aussi s'interrogent sur le fait de savoir si commencer à vaper, ça peut être pour des jeunes la possibilité demain de devenir fumeur. On a une étude de l'OFT qui a indiqué qu'a priori ce n'était pas une porte d'entrée dans le tabagisme. Il y a aussi un débat sur le sujet. Vous, quel est votre sentiment par rapport à la possibilité d'un effet passerelle entre la vape et le tabac ? Merci. Ce qui est certain, c'est qu'on a aujourd'hui une vraie crainte, effectivement, dans la société, notamment chez les parents, de voir leurs enfants entrer dans le tabagisme avec la cigarette électronique. Ce qu'on voit dans les études, c'est 2 tendances. C'est d'abord une augmentation de l'expérimentation de la cigarette électronique chez les plus jeunes, et en même temps une diminution de la consommation globale de produits nicotiniques chez ces mêmes personnes. Donc du coup, finalement, un pool, tout à l'heure ce que j'essaie un petit peu d'expliquer, un pool de consommateurs de nicotine chez les plus jeunes, les 15-20 ans, qui est en diminution, avec à l'intérieur de ce pool une augmentation de ceux qui expérimentent la cigarette électronique. Ceux qui ont expérimenté, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils vont continuer ensuite à consommer des produits nicotiniques? Peut-être. Est-ce qu'ils vont passer au tabac? Rien n'est moins sûr. Est-ce qu'en même temps, l'expérimentation de la cigarette électronique est bien vécue chez les plus jeunes? De mon expérience clinique, parce que je m'occupe d'une consultation également d'adolescents dans un hôpital parisien, je m'aperçois surtout que les jeunes l'expérimentent, mais n'apprécient pas forcément d'avoir une cigarette électronique avec eux à cet âge-là.
que c'est un objet qui leur paraît décalé et qui sont beaucoup plus s'ils veulent continuer à prendre des produits nicotiniques dans la consommation réelle de tabac. Monsieur Poloza, je ne connais pas exactement le taux de prévalence tabagique des jeunes Italiens de l'âge de 20 ans, mais en France, on est aux environs de 50%. Vous, quelle est votre analyse du rapport des jeunes à la vape ? We don't have data in Italy to comment on that, but my impression by analyzing the situation in the schools is that the problem of vaping and smoking has to be contextualized in a larger phenomenon, which is cannabis, which is little tablets, MCDC, and other heavier drugs. This is a big phenomenon in the Italian schools, which is bigger than smoking and bigger than e-cigarette vaping. I'm disconcerted because the public health officials are focusing so much on electronic cigarettes when they should focus on other problems. And the reason why in the US you have a reduction of the overall smoking prevalence may be because electronic cigarette is having success, but my suspicion is that because other drugs are of more interest to youngsters, that they want to have we've been young. Oh, you're young, of course. But, young people don't want super safe things. They want to take some risk. And, it's a risk-seeking behavior. And you're not risk-seeking behavior with an electronic cigarette. I cannot believe this. So they can say whatever they want. In a few years, we'll be able to demonstrate once and for all that this getaway story is... Can I just use a bad words in English here? No. Okay. Bollocks. We're in Paris. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Full stupidity. It's not recognizing that the real problems are somewhere else. Bonsoir. A priori, la seule substance addictive dans la e-cigarette serait donc la nicotine. Mais est-on sûr que dans la cigarette classique, la nicotine soit exactement la seule substance également addictive? Il y a plusieurs formes de dépendance déjà par rapport au tabac et ou à la vape. Il peut exister des dépendances qui ne relèvent pas seulement de la composition des produits. Il y a aussi le comportement. Au RESPAD, on en parle, je sais, beaucoup. Oui, se rappeler en tout cas en effet que la dépendance, c'est un comportement qui a différentes facettes, qui est motivé aussi bien par des données comportementales, par des données environnementales, par des données neurobiologiques, et que c'est cette mixité, ces trois environnements, l'interaction entre l'individu, le produit et également c'est ce qui va vouloir en retirer, qui va derrière créer une dépendance. Ça veut dire que pour être dépendant, il faut à un moment donné rencontrer le produit à un moment précis de sa vie, dans un environnement particulier. Derrière cette question, j'entends également, de votre question, monsieur, j'entends également les données qu'on a vues publiées dans la littérature, notamment scientifique, il y a maintenant quelques années quand même, qui faisait état de la dépendance à la cigarette, non liée à la nicotine, mais plutôt à des IMAO, ce qu'on appelle des inhibiteurs de la monoamine oxydase, qui sont des antidépresseurs qui seraient présents en quantité suffisante dans la cigarette pour amener une dépendance. Travaux qui, maintenant on le sait, avaient été financés par l'industrie du tabac, publiés par des neuroscientifiques de haut niveau et qui ont été maintenant très largement déconstruits. Et on est revenu finalement sur une position assez stable qui est de dire oui, le produit addictogène dans la cigarette, c'est la nicotine. Mais attention, évidemment, pour être dépendant, comme vous le rappelez, il faut aussi une composante environnementale, une composante génétique, une composante neurobiologique qui sont très spécifiques à chaque individu. On ne va pas tous être dépendants des mêmes produits au même moment de notre vie. Certaines personnes vont juste détester la cigarette, d'autres vont l'adorer. Ça fait partie de nos spécificités personnelles. Je crois qu'on a un petit commentaire dans la salle aussi par rapport à la question de monsieur qui concernait aussi précisément la nicotine, à savoir est-ce seulement la nicotine qui dans la cigarette crée la dépendance? Oui, donc Jacques Lewezek, je suis un spécialiste de la nicotine et de la dépendance. C'est plus complexe que ça.
Et les histoires des inhibiteurs des monoaminoxydases et d'autres substances dont l'acétaldéhyde font partie de la composition de la fumée de tabac et en fait augmentent la capacité de la nicotine à produire une dépendance. Donc ce n'est pas ou tout blanc ou tout noir, c'est quelque chose de très complexe. La nicotine est la substance principale qui crée la dépendance, mais dans la cigarette, vous avez en plus des substances qui facilitent cette dépendance. L'autre point très important pour la dépendance, c'est la vitesse à laquelle la nicotine arrive au cerveau. Et il n'y a pas plus rapide qu'une cigarette. On l'a vu, Ricardo a présenté les données tout à l'heure, la e-cig n'est pas assez performante, entre guillemets, pour produire la même dépendance que la cigarette. Donc il y a deux choses, il y a la vitesse à laquelle ça pénètre dans le cerveau et il y a le fait que c'est de la nicotine pure et non pas un mélange avec d'autres substances qui sont dans la fumée de tabac. C'est ça qui fait la différence et c'est aussi pour ça que l'on montre que la dépendance à la nicotine chez le vapoteur a tendance à diminuer, probablement parce qu'on a justement ces deux phénomènes qui agissent. Alors, il y a une autre question. Oui, Monsieur Poloza. Addiction is a matter of, it's a semantic problem. I think I can be addicted to ice creams if I start eating ice creams like crazy. The point is how much of this eating like crazy is causing disruption in my daily life or in my social interaction. That's the real problem. When we talk of addiction, it's something in our mind, it's a stigma. You know, we talk of addiction, and we think of heavy drugs and nicotine. We need to forget to think about this. Addiction is something that can be socially acceptable, like caffeine drinking. Merci, oui, monsieur. Bonjour et merci pour vos explications. Moi, j'ai une question concernant vos recherches, en fait. J'ai des amis qui sont encore fumeurs et que j'ai encore du mal à convaincre dû à la désinformation justement qu'ils peuvent obtenir sur le net ou beaucoup plus facilement. Est-ce que vos recherches sont accessibles? Moi, j'ai la chance de vous avoir suivi cet après-midi. Par contre, est-ce que je pourrais orienter ces personnes-là sur des supports facilement accessibles en fait? Et lesquels? Alors, c'est une question aussi très pertinente dans le sens où on a parlé cet après-midi du fait que la cigarette électronique était infiniment moins dangereuse que le tabac. Mais dans la société, chez les primo-accédants de la vape, on s'aperçoit également qu'il y a certaines personnes qui peuvent penser que c'est même plus dangereux, aussi dangereux ou plus dangereux que le tabac, et du coup qui ne vont pas commencer à vaper dans une démarche de réduction des risques. Alors, par rapport aux plaquettes, je pense à celle de l'EDUS aussi sur les idées préconçues relatives à la cigarette électronique qui est extrêmement bien faite. Monsieur Poloza, pour informer les fumeurs, il y a des sites internet, il y a aussi le message des professionnels de santé, mais c'est vrai qu'il y a aussi, de la part de beaucoup de fumeurs, une crainte d'entrer dans la vape en pensant à tort ou à raison que ça peut être plus dangereux que le tabac. Excellent question, because it allows us to bring on the table a very important debate, which is media is confounding our mind, and media is controlled by the strong powers, pharma, governments, big societies who live on the money of pharma and so forth. So the confusion is not just for your friends, I'm afraid. It's also for a lot of doctors. There are a lot of surveys in the UK showing that the GPs, they don't really know what to say now. They knew 2 years ago. Now they are confused by the media. So this is a big responsibility by the governments, by the media, because this confusion may cost lives. So I'm sure Jacques Lozec has got a great blog, and he will help you, all your friends. And I'm sure you connect with ITUS and FIVAPE, and it'll be a great, great, great resource for your friends for serious information. Serious information. Je disais ça aussi par rapport à... Enfin, vu que moi je suis un vapeur
voilà, j'y crois à fond. Mais par exemple, adhérer à l'EIDUS pour un fumeur de 10 € pour avoir accès à ces documents, ça... Non, alors, je ne me ferai pas le blog de Jacques. Je ne me ferai pas le porte-parole de l'EDUS, mais il n'y a pas besoin d'adhérer à l'EDUS pour obtenir les informations. Parce que moi, je suis adhérent et on m'a renvoyé ça comme information. On m'a dit, je ne peux pas avoir accès au truc. Non, pas du tout. D'accord. On confirmera avec Brice Lepoutre qui doit être dans les couloirs, mais pas du tout. Les informations sont accessibles librement. Et peut-être aussi de manière très prosaïque, le premier point par rapport à la santé, c'est peut-être vous, votre ressenti, qui est maintenant est éloigné, mais on a quand même aussi beaucoup d'anciens fumeurs qui expliquent tous les bénéfices qu'ils ont recueillis en devenant vapoteurs. Et on pense notamment au goût, au fait que beaucoup de vapoteurs aujourd'hui sont gênés par la fumée du tabac et sont de ce point de vue-là beaucoup plus proches d'un non-fumeur que d'un fumeur. Quand on est vapoteur, on est gêné par la fumée du tabac. Un tout petit complément, et pour revenir en même temps sur Edus, c'est que finalement cette cigarette électronique, comme tout à l'heure je l'ai présenté, c'est avant tout un produit de santé communautaire. Et c'est à mon sens très important parce qu'on se retrouve du coup avec les usagers qui sont devenus les experts de leurs produits et qui produisent la meilleure information. Le site d'Edus, sincèrement, c'est une référence. Ils brassent toute la littérature scientifique internationale qui sort et ils en extraient derrière des recommandations et une interprétation qui est bonne, qui est justifiée, qu'on pourrait, nous scientifiques ou du monde du soignant, un petit peu des fois critiquer sur la teneur des propos ou sur la façon qualitative dont les sujets sont amenés, mais sinon qui sur le fond n'est absolument pas contestable. Et ça, on le retrouve de la même manière dans le champ des drogues illicites depuis très longtemps, où la meilleure information sur les drogues illicites, elle est venue de la part des consommateurs avant que ce soit les pouvoirs publics ou les autorités sanitaires qui s'en chargent. Ça me permet de rebondir, professeur Polosa, par rapport à cette confusion engendrée par les médias. Récemment, les vapoteurs ont aussi pu être déstabilisés par rapport à la volonté de l'OMS. Alors c'est un rapport préliminaire, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais à cette volonté peut-être de l'OMS de réglementer les produits de la vape via la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Est-ce que selon vous, la bataille est déjà perdue? La vape va être considérée comme un produit du tabac annexe, connexe, ou alors il y a encore la possibilité de modifier cette volonté de réglementer la vape avec le tabac? C'est les dangers qui ont été soulignés par l'Organisation mondiale de la santé. Alors il y a déjà eu beaucoup de critiques, mais comment voyez-vous l'avenir de ce dossier? Okay, my understanding is that WHO wants to consider electronic cigarette as tobacco cigarettes. That's the idea. That's their evil plan. I think it's an evil plan because it doesn't make sense. No tobacco, no combustion. Why should it be considered like tobacco cigarette? The disadvantage of having electronic cigarette being equated to tobacco cigarette is then that all restriction that applies to tobacco will apply to electronic cigarette as well, regardless. Okay? I don't think this plan is going to work. And I'm not going to tell you why, because there may be evil people that will tell the plan somewhere else. Anyway, I think we will guard the electronic cigarette future, and I think the WHO made a fool of itself, and many scientists are already recognizing how mean is this campaign, and they are engrossing the crusade of the e-cigarette, of the scientists pro-electronic cigarette. So in my view, things are changing for the better. Even in Italy, 2 days ago, I was at the parliament to discuss the new law because the Italians were the best. They equated electronic cigarette to tobacco last year. You know what happened? Nothing happened because they were hoping to get a lot of money by the excise taxes. They got nothing. The industry crippled.
And now they are rethinking everything back again, and they want to do it properly with scientists on board. So we are guiding the process. So the taxation will be very much reduced, and it will be sustainable, because that's what it has got in their mind. You know, the parliamentarians recognize that this reduced risk and the taxation needs to be reduced at the same level. Merci. Nous allons terminer cette conférence sur cette note d'espoir aussi pour l'Italie qui avait subi une forte taxation des produits de la vape, et l'espoir demeure aussi pour l'Italie et je pense par rapport à l'Organisation mondiale de la santé. Merci beaucoup à Riccardo Polosa d'avoir participé, d'être venu de Sicile jusqu'à Paris pour nous faire part de son point de vue. Merci beaucoup aussi à Nicolas Bonnet du RESPAD, et on suivra de près les prochains travaux, les prochaines conférences que vous mènerez sur la cigarette électronique. Je vous annonce aussi que la prochaine conférence a lieu à 17h, intitulée Culture Vape. Elle réunira Yann Kounen, Phil Buzardo et Oliver Kershaw d'e-Cigarette Forum. C'est à 17h donc avec Guylain Armand. Et je vous remercie beaucoup à tous, et on se retrouve à demain aussi pour de nouvelles conférences et des points sur différents pays. Merci.